Bonsoir Essar Midani. Bonsoir Tom, et nous voilà à nouveau pour notre 20e site rep, C'est ça, nous après sommes le beaucoup 9 de juin. difficultés. Voilà, C'est le 20e, c'est bien ça, oui, avec après pas mal de difficultés techniques. oui, Euh, et puis bon, ben, de toute façon, le faire, c'était déjà très bien, je pense. Et puis je voudrais saluer tous nos auditeurs et te saluer à toi aussi. merci Et Essar. dire quand même que l'actualité a été très riche ces derniers temps. Donc on va faire un panorama rapide on va approfondir certaines choses qui concernent la Syrie. D'accord. Alors effectivement, c'est important de faire déjà, je dirais, une aparté Mm. dès le départ pour signaler que le temps passant, les sites web deviennent de plus en plus compliqués à réaliser sur le plan technique puisque vous êtes l'objet curieusement d'un tas de déficiences techniques, hein, Ouais. qui sont absolument pas fortuites puisque en dehors des sites rep, cette situation-là n'existe pas. Vous n'avez pas ces difficultés-là. Elles arrivent curieusement au moment où on est en train d'enregistrer ce site rep. Et là, bah, c'est un miracle. Hein. On ne sait pas comment ça marche, pourquoi ça marche bien. Parce que Mm. les trois solutions qu'on a utilisées ont été pratiquement impossibles à utiliser. Hein. Voilà. Donc, on est revenu à la solution de départ. Elle a l'air de fonctionner pour l'instant. Enfin, Mm. suivant nos Ouais. impératifs en tout cas, puisque ma caméra ne fonctionne plus. Voilà. Bon. Mm. Tout à fait. Donc voilà, nous signalons que nous avons été effectivement l'objet de différentes attaques sur les ordinateurs, de différentes attaques sur le réseau, des déconnexions intempestives, etc. Donc ça, c'est pas du tout fortuit et c'est pas du tout du technique banal, je peux dire. Bon, on peut penser quand même que c'est une manière d'empêcher les sites web d'avoir lieu, d'empêcher une expression qui est différente du média mainstream de se faire entendre en France. Hélas, en France, dans le pays Oui. dit de la liberté et des droits de l'homme, le minimum, c'est le droit d'expression. Et aujourd'hui, tout ceci se trouve de plus en plus muselé. D'ailleurs, on va voir en même temps, quand même, sous le couvert de lutte antiterroriste, on limite de plus en plus, hélas, les libertés des citoyens par l'état d'urgence, par le renouvellement de l'état d'urgence systématiquement. Oui. Et à chaque fin d'état d'urgence, il y a un attentat qui arrive d'ailleurs en France ou ailleurs, puisque Oui. dernièrement, il y a eu plusieurs attentats en Angleterre qui ont occasionné non pas un état d'urgence en Angleterre, mais la prolongation par Macron de l'état d'urgence en France, la volonté de le faire. Donc Oui. voilà, il y a toujours cette volonté de limiter l'espace de liberté des citoyens européens, leur espace d'expression, leur espace de liberté, à travers des lois ou des états d'urgence qui ne servent absolument à rien pour protéger les citoyens des attentats terroristes, puisqu'il y en a et ils sont de plus en plus meurtriers et de plus en plus nombreux. Oui. Aussi bien on peut rappeler à cet effet qu'il y en a eu trois en ces 2 derniers mois en Angleterre, hein, Oui. qui est censé être un pays démocratique ouvert. Et puis en France, il y en a eu plusieurs aussi. Le dernier a été celui à Notre-Dame de Paris. Bon, donc ces états d'urgence ne protègent pas, disons, du terrorisme, mais limitent largement les libertés citoyennes et les libertés des citoyens français et européens, en fait, européens, puisqu'il s'agit aussi de l'Angleterre. Donc voilà. Et tout ça est fait d'une manière sournoise,
comme les attaques dont vous avez été l'objet à l'instant et tout à l'heure, c'est-à-dire que rien n'est officiel, donc les gens qui font ça n'ont pas l'air franchement dans la légalité, hein, si je puis dire, en tout cas avoir la franchise de leurs actes, hein, c'est-à-dire de le manifester d'une manière plus officielle. Et effectivement, les libertés sont fondamentalement atteintes puisque même une ONG comme Amnesty International vient expliquer que effectivement le gouvernement français a utilisé l'état d'urgence pour justifier la limitation du droit à la manifestation. On a constaté d'ailleurs une recrudescence des violences policières contre les manifestants. Et c'est une façon de dire rentrez chez vous, courbez les chines, laissez-vous tondre tranquillement. On a décidé de s'occuper de vous et de bien s'occuper de vous et de bien vous tondre. Voilà. Je pense qu'il faut le dire. Je crois que ça se pratique à deux niveaux. Il y a un niveau qui est officiel, qui est celui de l'état d'urgence proclamé, etc. Proclamé pour une lutte soi-disant antiterroriste. Et en fait, le niveau aussi d'attaques comme ça, individuelles sur le réseau et pour des actions individuelles et collectives aussi, pour des actions d'information. Mais il y a un niveau qui est beaucoup plus sournois, qui est celui du fait que il y a connivence réelle avec les vrais terroristes. Hein. Oui. Et il y a aussi encouragement à Nosra, des actes de terrorisme quand il s'agit de détruire un pays souverain comme la Syrie. Et ça d'un côté, de l'autre côté, il y a un affichage d'une lutte antiterroriste. Donc en fait, cet affichage sert plutôt à aider les terroristes qu'on veut aider et à vraiment freiner les vrais antiterroristes qui dénoncent ces pratiques. En effet, voilà. En effet. Et ça, je me rappelle du discours de Emmanuel Macron au G7, c'était son premier G7, où il expliquait qu'il était temps de s'attaquer aux réseaux terroristes sur Internet, dans les médias sociaux. Et compte tenu du fait qu'on sait que la France pilote des terroristes en Syrie, les terroristes dont il parlait n'étaient même certainement pas les vrais terroristes, mais ceux qui sont tentés de qualifier de terroristes intellectuels, que sont les réinformateurs, les médias alternatifs et autres lanceurs d'alerte. Hein. Et on a eu les conséquences assez rapidement derrière, puisqu'un certain nombre par exemple, de comptes Facebook d'activistes ont été désactivés sauvagement, hein, dont le mien en particulier. Hein. Exactement. Et puis voilà, bon, donc on taxe de terrorisme ceux qui luttent contre le terrorisme et ceux qui dénoncent effectivement la connivence avec les terroristes. Et ça, c'est un point qui est très très important à souligner. Voilà. Alors, dans le domaine je dirais de l'encouragement au terrorisme, en tout cas au sponsoring du terrorisme, à part la France, il y a aussi l'Angleterre. Hein, et vous aviez envie d'évoquer la défaite de Theresa May aux législatives dernières. Elle perd la majorité absolue au Parlement. Donc vous vouliez nous dire quelque chose en lien justement avec cette lutte antiterroriste. En fait, Theresa May, qui a provoqué des élections anticipées, espérant avoir une grande majorité pour faire face justement pour avoir les mains libres, disons, de mener la politique qu'elle veut mener, eh ben, elle a déchanté et elle regrette aujourd'hui, étant donné qu'elle a perdu cette majorité et cette majorité absolue, que la sanction, je peux dire, du peuple britannique est tombée, qui montre que son désaveu de cette politique belliqueuse contre le Moyen-Orient, contre les autres pays, mais aussi leur volonté à s'occuper peut-être d'eux aussi, d'eux-mêmes, de lutter contre le chômage, de créer
des emplois en Angleterre et d'arrêter ces politiques d'ingérence dans les autres pays, notamment au Moyen-Orient, et donc en Syrie en particulier. D'accord. Donc on Je peux dire quand même, en fait, la Syrie a été l'enjeu principal au niveau des élections, aussi bien en France qu'en Angleterre, dans tous les pays européens. Oui. C'est un sujet très très important puisque la région est très importante, la Syrie est très importante puisque tous ces pays se sont ingérés dans la politique syrienne et ont soutenu les terroristes qui y sont allés. C'est tous les pays de l'OTAN réellement. Donc tous ces pays de l'OTAN dont la Turquie est le représentant le plus important qui est le voisin de la Syrie, donc oui. Qui a des frontières avec la Syrie, qui a toujours laissé passer et armé les terroristes vers la Syrie et qui continue toujours d'ailleurs, qui a aussi était le lieu de bases d'entraînement et qui y sont toujours, oui. Des bases d'entraînement, de tables d'opération, de logistique, qui regroupent aussi bien des officiers, des services de renseignement britanniques, allemands, américains, israéliens et turcs, qui dirige toujours les opérations des terroristes, d'ailleurs aussi bien de Daesh que de Nusra. Oui. Dans cette lignée-là, on voit aujourd'hui que malgré tout ce qui s'est dit dans la lutte contre le terrorisme, malgré toutes les décisions du Conseil de sécurité aussi, la décision, je cite notamment la 2253, la 2254, qui stipule que la Syrie est un pays souverain qui est laïque et laïque, l'unicité du territoire de la Syrie, etc. Et on voit que la Turquie, comme les forces dites de la coalition dirigée par les États-Unis, s'attaque tous les jours à la Syrie, oui. Aux Syriens, bombarde sous prétexte de lutte contre le terrorisme, au contraire, bombarde l'armée syrienne et la population syrienne. Donc, on va voir dans le détail ce qui s'est passé dernièrement. Bon, mais je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois, oui. Que à chaque fois, en fait, le ressentiment contre le terrorisme, ou à chaque fois qu'il y a un problème terroriste en Europe, mais ce sont les civils syriens qui écopent des bombardements de cette coalition qui prétend lutter contre le terrorisme. Alors, elle bombarde les civils ou l'armée syrienne. Donc, comme soutien aux terroristes, on ne peut pas faire mieux. Oui. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui est en lien direct avec ce que vous venez de dire, puisque les bombardements de la coalition US correspondent en fait à une tentative de Washington d'empêcher la jonction des forces syriennes avec les forces les forces armées irakiennes. C'est quelque chose d'absolument inacceptable pour les Américains, et ils vont tout tenter pour empêcher cette jonction, et c'est la raison pour laquelle on a des bombardements des troupes syriennes à proximité des frontières, du point où les frontières de la Jordanie, de l'Irak et de la Syrie se rencontrent. C'est-à-dire juste après, pratiquement sur la route qui vient d'Al-Tanf et qui va en Irak. Donc c'est cette fameuse zone qui est soi-disant protégée par, je dis bien des guillemets, protégée, par des rebelles modérés drivés par Washington et ses alliés, et qui passent systématiquement des annonces
à l'armée syrienne de pas s'en approcher, sinon sous forme de comment je dirais, sous menace de frappe. Sauf que, évidemment, comme vous le disiez, l'intégrité de l'État, l'intégrité territoriale syrienne est entière ou elle n'est pas. Hein. Donc, tôt ou tard, c'est... L'armée syrienne, elle est dans son pays et Voilà. sur son territoire, et il n'y a pas de ligne rouge sur son territoire. De toute manière, c'est tout le territoire syrien et le territoire d'action de l'armée syrienne qui défend son peuple, qui défend son pays contre contre toute attaque de quelque sorte que ce soit. D'ailleurs, toutes ces attaques américaines sont des violations de la souveraineté à la fois du ciel et du sol syrien, Oui. et une violation de la charte de l'ONU aussi, donc, et qui nécessite et qui mérite sanction justement de la part de l'ONU, puisque c'est une double violation. Ça d'un côté, d'un autre côté, et il y a de l'ingérence ouverte, hein, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire, plus un soutien ouvert aux terroristes, puisque à chaque fois qu'ils interviennent, c'est aussi pour permettre à Daesh ou à Nusra d'avancer, parce ils sont en danger, donc l'intervention américaine ou de la coalition vient les renforcer. À chaque fois aussi, ou alors même une véritable, tout simplement, agression contre la population syrienne, civile. Alors là, c'est aussi une violation de toutes les règles de la guerre, hein. Oui. Mais en plus, l'objectif étant de permettre à Daesh d'aller comme dans du beurre et mettre la main sur des villages entiers, sur des quartiers entiers qui ont été vidés de leur population, ou alors dont la population a été exterminée par les soins de l'aviation américaine ou de la coalition. Oui. Donc ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc là, je peux rappeler les cas de Raqqa où la population sortait justement de peur de peur des bombardements américains. Non, ils sont sortis parce que Daesh, l'armée allait libérer Raqqa. Donc entre l'armée syrienne et Daesh qui occupe Raqqa, donc ça d'un côté, et il y avait les forces kurdes aussi qui se battent contre Daesh. Donc la population, certaines familles de la population civile qui ont voulu fuir ces combats parce que ils seraient eux victimes des dommages qu'on appelle collatéraux. D'ailleurs de manière très méprisante. Hypocrite aussi. Et oui, donc en fait, ces gens-là ont été bombardés. Ils sont sortis de Raqqa pour sauver leur vie et ils ont été bombardés par l'aviation qui est de la coalition, dirigée par les États-Unis. Je rappelle aussi les bombardements américains contre l'armée syrienne à Tanaf, dont tu as bien parlé. Oui. Aussi, Tanaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi bombarder l'armée syrienne, ça veut dire permettre davantage l'armée syrienne qui se bat contre les terroristes. C'est l'armée syrienne qui c'est permettre aux terroristes de sauver leur peau et puis au contraire d'avancer. Et donc, c'est bloquer l'avancée de l'armée syrienne légitime du pays contre bloquer cette avancée contre les terroristes dans le désert syrien et éviter justement, comme tu l'as si bien dit, éviter qu'il y ait une rencontre entre les forces irakiennes et légales et les forces syriennes légales aussi, pour qu'il n'y ait pas une continuité de la résistance une continuité de la lutte contre le terrorisme dans cette région. Donc voilà, oui. Ça c'est un point qu'il est important de souligner, de comprendre. Alors justement, un petit point de précision par rapport à ça.
On a signalé des bombardements américains au phosphore blanc hein, contre la ville de Alors, Raqqa. oui, voilà. À Raqqa, ce matin, en fait, hein, l'armée américaine qui prétend libérer Raqqa a commencé par des bombardements, 25 bombardements très violents, en balançant des bombes au phosphore blanc qui sont interdits Oui. interdits par la loi internationale. Les conventions de Genève, oui. Absolument. Donc, et ils ont le culot, eux, en fait. Je tiens à dire quand même, les bombes au phosphore blanc sont des armes qui brûlent les gens oui. Et qui sont apparentées aux armes de destruction massive. Oui, parce que les blessures sont abominables. Hein. Les blessures sont absolument abominables. Comme le napalm, absolument. Donc, eux, ils les utilisent contre la population syrienne et prétendent mettre des lignes rouges à l'État syrien, soi-disant qu'ils accusent d'utiliser le chimique contre son peuple, alors que ce sont des fausses accusations. Enfin, mais c'est pas seulement de l'hypocrisie, c'est vraiment machiavélique. Se moquer du monde entier. Ouais. Et c'est du machiavélique. Et d'ailleurs, à l'occasion, quand on a toujours accusé la Syrie de l'utilisation à tort, de l'utilisation des armes chimiques, oui. Chose qu'elle a jamais fait, hein. Mais en fait, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ce sont les Américains qui sont les seuls qui ont utilisé dans le monde les armes chimiques, les armes de destruction massive, les bombes atomiques, etc. Ce sont eux qui les ont utilisées contre toutes les populations. Et ils ont tellement écrasé de leur poids non seulement ces populations, mais ils ont écrasé de leur poids aussi les instances internationales, que jusqu'à aujourd'hui, les pays qui ont été victimes des bombes atomiques et des bombes nucléaires américaines n'osent même pas riposter et n'osent même pas les attaquer et les rendre responsables et demander réparation. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Alors que jusqu'à maintenant, il y a aussi bien au Japon qu'au Vietnam, qu'au Cambodge, etc., des gens qui naissent handicapés, oui. Qui naissent déformés, difformes, à cause de l'agent orange qui a été utilisé par les Américains, à cause des bombardements atomiques qui ont été utilisés, des bombes atomiques qui ont été utilisées sur le Japon, Nagasaki et Hiroshima, etc. Mais tout ceci est occulté et les pays eux-mêmes qui ont été victimes de ces bombes n'osent même pas aujourd'hui réclamer réparation. Jusqu'à aujourd'hui, 50 ans plus tard, oui. Ou plus que ça, 70 ans plus tard. Alors, Essar, oui, Essar, excusez-moi de vous interrompre, parce qu'il y a peut-être une petite exception qui va peut-être mettre fin à ce cycle infernal d'impunité. C'est que des juristes en Serbie ont décidé de lancer des procédures judiciaires contre les pays de l'OTAN qui ont bombardé la Serbie, enfin la Yougoslavie en 1999. Et donc, il y a une détermination des Serbes à faire rendre justice, à demander justice pour l'utilisation en particulier d'un certain type de bombe qui possède ce qu'on appelle de l'uranium appauvri, l'uranium 238, utilisé comme projectile qui perce des blindages d'acier. Et cette substance radioactive continue de polluer très longtemps le terrain où elle a été utilisée. Et il y a énormément de cancers qui sont aujourd'hui dus à ça en Serbie. Et donc, il y a une procédure judiciaire qui est en train de se préparer. Je suis très contente d'entendre ça, mais je tiens aussi à rappeler qu'il y a dans le genre d'impunité un autre pays qui est là, un état d'occupation, c'est Israël qui utilise systématiquement les bombes à fragmentation, les bombes au phosphore. Absolument. Et contre la population. Il y a quelques années, à Jénine, ça a été le cas.
il y a eu une demande d'une commission d'enquête pour qu'elle aille vérifier sur place. Les périodes se sont terminées. En fait, la période de travail de la commission d'enquête et la commission ne s'est jamais présentée. Par contre, à Gaza, il y a eu aussi une utilisation de des bombes à fragmentation et de l'uranium appauvri et des bombes à phosphore, au phosphore. Mais là, il y a eu un rapport, Goldenstein, et qu'il a lui-même retiré parce qu'il a été victime d'un tas de pressions et d'horreurs. Mais en fait, tout ceci a été quand même présenté à l'ONU, reconnu, etc. Mais en fait, on fait des pressions contre les personnes qui osent demander et qui osent appeler un chat, mais les plaintes, pas les plaintes qui sont retirées, mais en fait le rapport est mis au placard et puis il n'y a toujours pas de sanctions contre ces pays. Toujours pas. Le pays qui agit en toute impunité, c'est bien Israël, qui n'est même pas un pays, qui est un état d'occupation d'un autre peuple et d'un autre pays. Absolument. Alors, Palestine. je voulais revenir sur le détail concernant l'entrave à la jonction de l'armée syrienne et de l'armée irakienne sur les frontières irako-syriennes que la coalition US entend empêcher. En réalité, il y a un projet américain qui consiste à verrouiller ou à contrôler un maximum en fait la Jordanie, l'Irak et la Syrie, en s'installant dans cette région qui est justement la région intermédiaire entre les trois pays, qui se trouve à proximité d'Al-Tanf. Et il faut craindre une confrontation toujours plus violente, parce que visiblement, et ça reste à confirmer, mais ça semble tout à fait logique, que le gouvernement russe, le gouvernement iranien, les alliés donc naturels de la Syrie, sont absolument déterminés à empêcher les Américains de mettre en place leur verrou sur cette partie-là du Moyen-Orient. Et ça veut dire qu'il va y avoir un clash, quoi. C'est ma crainte d'ailleurs. Rappelez-vous, Essar, c'était ma crainte depuis un moment. Oui. Non, mais en fait, effectivement, les États-Unis rentrent par le truchement de la Jordanie et par l'Arabie Saoudite aussi et le Qatar. N'oublions pas quand même qu'il y a une très grande base américaine au Qatar et qu'il y a aussi une grande base américaine en Turquie. Et puis, donc là, en Jordanie, il y a eu récemment 1500 soldats américains, enfin soldats et officiers américains qui ont été dépêchés pour augmenter les troupes qui sont en Jordanie. Et puis qui, sous prétexte de entraînement, de formation, etc., etc. La réalité, c'est que effectivement, les Américains renforcent leur positionnement dans ce secteur pour empêcher la continuité des relations, je peux dire, entre la Syrie, enfin la Syrie, l'armée et le peuple et le pouvoir syrien, l'armée et le peuple et le pouvoir irakien, et surtout le Rassemblement populaire irakien, qui sont des forces populaires qui se sont imposées dans la lutte antiterroriste, y compris à l'État irakien, qui aujourd'hui sont en train de libérer Mossoul, qui ont libéré Ninawa, et donc le grand village de Al-Ba'aj, qui était une base de Daesh qui était très importante. Tout ceci, et qui d'ailleurs coordonne avec l'armée syrienne aussi de l'autre côté. Pour empêcher cette continuité de relations, je rappelle quand même que les États-Unis ont bombardé tous les ponts qui sont sur l'Euphrate, les ponts de Raqqa et les ponts de Deir Zor.
d'un côté, d'une part, d'autre part, et donc ont installé aussi une base américaine dans le nord de Deir Zor et de Raqqa, donc sur le triangle qui est au-dessus, à l'est de l'Euphrate, hein, mais qui aujourd'hui se trouve pris en sandwich entre les forces du Rassemblement populaire irakienne d'un côté et l'armée syrienne de l'autre côté, et qui, eux, à l'intérieur, constituent les forces de ce triangle. En fait, il y a eu une base américaine et il y a quelques représentants dévoyés des forces kurdes qui sont soutenus massivement par les Américains. À cet effet, je tiens à dire qu'aujourd'hui, des déclarations de ces forces kurdes annoncent qu'ils rejoignent l'armée syrienne et que ce sont des gens, qu'ils sont eux-mêmes, des patriotes, qu'ils ne vont pas se laisser dévoyer ni utiliser par les Américains contre leur propre pays et contre leur propre peuple. Certains, donc ça c'est de cette manière que certaines forces ont quitté et sont allées rejoindre l'armée syrienne, effectivement. Donc on peut penser quand même que cet État va aller dans le sens que les Américains ont fait le mauvais pari, d'autant plus que les Turcs regardent d'un très mauvais œil aussi le soutien des Américains aux forces kurdes démocratiques, enfin aux partis qui sont appelés forces kurdes démocratiques, qui sont aussi et cette volonté à la limite américaine entre guillemets, cette volonté de créer une sorte de qu'on appelle autogestion, une sorte de Kurdistan autoproclamé, etc. Kurde, voilà, autonome. Une partie kurde syrienne autonome. Voilà, un État kurde autonome ou une province kurde autonome dans le nord de la Syrie. C'est toujours dans l'objectif. Les Kurdes syriens sont des gens qui sont patriotes et qui sont syriens d'abord. Et en fait, bien que certains ont été manipulés et utilisés par les Américains, ça n'ira pas très loin, je peux dire. Ça, je peux vous l'assurer. Oui, parce que l'objectif... les déclarations d'aujourd'hui viennent aller abonder dans mon sens, en fait. Hein. Ce sont des déclarations de responsables de certaines factions qui, jusqu'à présent, se battaient et se battent aux côtés des Américains face à Daesh. C'est ça l'idée. L'idée pour eux, c'est effectivement de libérer les villes qui sont occupées par les terroristes de Daesh en premier. Voilà. Parce que la volonté américaine, c'est en fait de disloquer la Syrie, hein, c'est-à-dire de créer des espèces pas des califats d'ailleurs, c'était l'objectif en utilisant Daesh à la base, hein, mais c'est aussi de faire en sorte que la Syrie soit partitionnée pour faire en sorte que Damas n'ait plus aucun pouvoir en fait sur son propre territoire. Absolument. En fait, l'idée, c'est à travers toute cette guerre contre la Syrie, c'est disloquer un État fort, indépendant, autonome, sur lequel jusqu'à maintenant ils n'ont pas pu faire pression et aucun de ces pays impérialistes n'a pu confisquer la décision nationale de ce pays. Par le fait qu'il y a un président qui tient à la souveraineté nationale, par le fait que c'est un peuple aussi qui tient à sa souveraineté,
et par le fait que la Syrie a construit sa propre indépendance économique indépendamment des banques européennes et des banques mondiales, etc. Donc, la Syrie n'avait absolument aucune dette, hein, et toutes les pressions qui s'exerçaient, elle n'en avait que faire, puisque de toute façon, enfin, les Syriens produisent ce qu'ils mangent et mangent ce qu'ils produisent, Ouais. et c'est même en train de était même exporter des denrées à 51 pays, y compris d'ailleurs les médicaments d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle cet acharnement, non seulement contre l'État, mais contre l'infrastructure. Je rappelle quand même que récemment, là, il y a 2 jours, l'armée turque a procédé à brûler les récoltes en Syrie. Brûler les récoltes du côté de Raqqa et d'Erzur. Ouais. L'objectif, c'est affamer les gens. L'objectif, c'est tuer toute velléité d'indépendance économique, hein, pour mettre la main, prendre les gens par le cou et par la faim. C'est ça l'idée. L'idée, c'est affamer pour mettre à genoux. Ouais. Or ça, ils n'y arriveront pas. Puisque aujourd'hui, on voit quand même que de manière tout à fait parallèle et conjuguée avec la libération de plus en plus de territoires syriens par l'armée et le peuple syrien, la libération des terroristes, hein, oui. Et de manière conjuguée et parallèle, il y a un travail de redynamisation à la fois de l'agriculture, à la fois de l'industrie, une reprise lente certainement parce que les destructions ont été énormes. Oui. Mais une volonté de reconstruire en premier justement l'économie et puis reprendre avec ces mêmes principes d'indépendance et d'autonomie de l'économie, donc reprendre et réactiver l'économie du pays. Donc on voit qu'il y a tous les jours tous les jours ou tous les quelques temps, il y a des expositions des sortes de salons des produits artisanaux, des salons du produit de l'industrie, de l'industrie alimentaire, de l'industrie du textile, etc. Donc, je tiens à dire aussi que le président Assad hier, il est allé visiter un de ces salons pour encourager. Ça a été une visite surprise qui a fait plaisir à beaucoup de gens, à tout le monde, et donc qui montrait à quel point il y a une volonté d'encourager effectivement la reprise et les réinvestissements en Syrie. À cet effet aussi, je voudrais annoncer qu'il y a la foire internationale de Damas reprend cette année, donc en 2017, hein, le 16 août, du 16 août au 26 août, ou du 16 au 27 août, une foire internationale. Cette foire internationale était habituelle en Syrie, c'était tous les jours, hein, tous les ans, pardon. Oui. Donc tous les ans, et donc elle a été arrêtée donc pendant cette guerre immonde contre la Syrie. Ben là, elle reprend cette année, même pour 10 jours, c'est très bien. Et c'est un redémarrage et c'est une invitation à tous les industriels qui ont quitté, même des industriels pas seulement de la Syrie, mais des industriels d'ailleurs aussi, à venir investir en Syrie pour redémarrer
relancer l'économie syrienne. Donc, tout ceci, ce sont des points importants et qui montrent que il y a une détermination réelle de reprendre en main tout dans le pays. Alors, la résistance de la Syrie, qui était manifestement pas attendue par ceux qui ont voulu sa destruction, a quand même des effets secondaires un peu particuliers, d'une manière indirecte, mais ça a quand même, à mon avis, comme origine la résistance acharnée des Syriens contre cette agression terroriste orchestrée par les pays occidentaux. C'est l'isolement diplomatique du Qatar par l'Arabie Saoudite et 6 autres pays, dont l'Égypte. Et donc là, on a affaire à une accusation de terrorisme de l'Arabie Saoudite contre le Qatar. Ça, c'est l'accusation officielle. En réalité, il est fort possible que ce soit plutôt parce que le Qatar se rapproche de l'Iran à un moment donné où, après la réunion à Riyad d'un certain nombre de pays arabes, et en présence de Donald Trump, il a probablement été question secrètement d'une préparation d'agression militaire contre l'Iran. En fait, c'est l'agression de la Syrie par terroristes interposés a été effectivement menée par beaucoup de pays, notamment donc tous les pays de l'OTAN. Leurs instruments de la région étaient l'Arabie Saoudite et le Qatar et la Turquie aussi, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN aussi. Mais bien, elle est aussi l'acteur important dans l'agression et surtout dans le soutien aux terroristes depuis 7 ans, donc 6 ans et demi maintenant, 6 ans et quelques, contre la Syrie. Effectivement, la résistance de la Syrie a eu quelques effets importants. D'abord, que la Syrie, le fait qu'elle ait résisté alors que tous ces pays impérialistes qui la convoitaient ne s'y attendaient pas, a fait émerger un monde différent, un monde nouveau, multipolaire déjà. Il y a eu effectivement les alliances stratégiques qui ont été faites avec la Russie, la Chine, tous les pays des BRICS, ont participé à la création d'un monde nouveau qui aujourd'hui se fait en fait, est en pleine mutation, je peux dire, ou en pleine gestation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, cette résistance du peuple syrien, elle n'est pas seulement pour le peuple syrien aussi, elle est pour tous les peuples du monde et pour faire valoir le droit des peuples à décider eux-mêmes de qui les gouverne et de prendre en main leur destinée et refuser le diktat des impérialistes et avoir les moyens du refus du diktat des grands pays ou des impérialistes qui veulent pomper leurs richesses d'un côté et leur imposer aussi une politique différente de l'autre côté. Un troisième point qui est très important, c'est aussi faire échec à tous ces plans de division et puis de partitionnement de la Syrie et des pays au Moyen-Orient, comme l'Irak aussi. Donc aujourd'hui, je peux dire le plan de partitionnement, il a eu un échec total. Ça, c'est ce plan américain en fait qui était appelé le nouveau Proche-Orient, le remodelage du Moyen-Orient, sous différentes appellations. Il y avait
des dizaines de cartes qui circulaient sur Internet, en fait, qui ont été étudiées par le think tank américain. Donc tout ceci, ça a été mis en échec aussi par le peuple syrien, par l'armée syrienne, par l'État syrien et par cette unité entre lui d'un côté, enfin l'ensemble des composantes, d'un côté donc le peuple, l'armée et le pouvoir, mais aussi avec ses alliés qui sont très importants, donc les alliés comme le Hezbollah, la résistance libanaise, et puis il y a effectivement des parties de la population aussi qui se battent aux côtés de la population civile syrienne. Oui. C'est les forces civiles, les forces nationales, etc. Donc, et puis, c'est avec cette alliance stratégique avec l'Iran, qui est un pays donc avec lequel la Syrie a une relation privilégiée qui ne date pas du début de cette guerre. Oui, c'est ancien. Qui date de bien avant, effectivement. Et ça, et cette relation s'est renforcée pendant cette guerre. Justement, elle est devenue stratégique. Mais aussi donc l'émergence de la Russie comme une force mondiale importante, oui, et de la Chine comme des forces mondiales importantes dans la région, mais qui se sont effectivement appuyées sur cette résistance du peuple syrien et sur cette action qui a défait le plan américain et le plan de l'OTAN dans la région. Donc ça, c'est un point. Ce sont les grandes, je dirais, les grandes conséquences.